On dit souvent que chaque élève est un monde en soi. Mais comment ce monde interagit-il avec le grand système éducatif qui l'entoure? C'est cette relation qui est vraiment complexe et qui façonne des avenirs qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et voilà la question qui va nous guider. Une question qui, en fait, met le doigt sur le fossé qui existe parfois entre l'idéal d'une éducation pour tous et la réalité des besoins très personnels de chacun. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par le défi universel de la diversité en classe. Puis, on va se pencher sur deux cas très concrets. On explorera ensuite les outils théoriques des éducateurs avant de finir par une petite réflexion sur l'avenir de l'apprentissage. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le point de départ est finalement assez simple. Aucune salle de classe n'est homogène. C'est impossible. Chaque élève arrive avec son propre bagage, ce qui crée un défi fondamental pour une éducation, disons, standardisée. Et c'est là que réside toute la tension. D'un côté, il y a le besoin de standardiser pour gérer efficacement de grands groupes. De l'autre, on sait que le véritable apprentissage passe par la personnalisation. C'est dans ce grand écart que beaucoup d'élèves peuvent se sentir perdus. Pour bien comprendre ce défi, il n'y a rien de mieux que de regarder ce qui se passe sur le terrain. On va donc s'intéresser à deux histoires, deux études de cas, qui illustrent parfaitement cette tension entre l'individu et le système. Alors, voici nos deux portraits. D'un côté, on a MG, dont le trouble de l'attention est vraiment amplifié par un contexte familial difficile. De l'autre, une élève avec une trisomie 21 qui fait face à un programme scolaire qui, tout simplement, n'est pas fait pour elle. On a donc deux causes très différentes, mais au final, un résultat similaire, un sentiment de décalage et de vraies difficultés à apprendre. Cette citation, elle est vraiment parlante. Elle nous montre à quel point l'école et la maison sont hyper connectées. Pour MJ, ces problèmes en classe ne sont pas juste une question de concentration. Non, c'est le symptôme visible d'un stress bien plus profond qui prend racine bien en dehors des murs de l'école. Et là, cette phrase de l'enseignante, waouh, elle est très très forte. Elle exprime une sorte d'impuissance, une frustration. Malgré toute sa bonne volonté, elle sent que c'est le système lui-même, avec ses programmes rigides, qui rend l'inclusion quasi impossible. L'intention est là, mais les outils, eux, ne suivent pas. Bon, face à des défis pareils, les éducateurs ne partent pas de zéro, heureusement. Ils ont ce qu'on pourrait appeler une boîte à outils théorique qui les aide à analyser et à gérer ces situations. Regardons un peu ce qu'il y a dedans. Alors, très rapidement, trois grandes approches. Le behaviorisme, d'abord, qui se concentre sur ce qu'on peut voir, le comportement, et qu'on peut influencer avec des récompenses ou des punitions. Ensuite, la théorie de la Gestalt, qui nous dit attention, il faut voir la situation dans son ensemble, la fameuse big picture. Et enfin, le constructivisme, une idée essentielle, l'élève n'est pas un vase qu'on remplit, mais un architecte qui construit activement son propre savoir. Et bien sûr, ces théories se traduisent en approches très concrètes en classe. On peut évoluer d'un modèle où l'élève est un peu passif et reçoit du contenu, vers un modèle où il doit atteindre des objectifs précis pour arriver à une approche par compétence. Et là, l'élève devient un vrai résolveur de problèmes, capable d'utiliser ce qu'il a appris dans la vie de tous les jours. Et tout ça nous amène à un concept absolument crucial, la pédagogie différenciée. En gros, c'est l'idée, simple mais puissante, de ne pas imposer un seul chemin pour tout le monde. C'est proposer plusieurs parcours pour que chaque élève, avec ses forces et ses faiblesses, puisse arriver à destination. C'est une réponse directe au défi qu'on vient de voir. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais comment ça marche en vrai? On passe maintenant à l'étape la plus importante, voir comment ces outils peuvent s'appliquer concrètement aux problèmes de nos deux élèves. C'est là que tout prend son sens. Alors, souvenons-nous du premier cas, l'élève avec une trisomie 21. Le nœud du problème, c'est ce programme taille unique qui ne le correspond absolument pas. Et voilà la solution, la pédagogie différenciée. Elle offre un cadre pour faire exactement ce que l'enseignante essayait déjà de faire par instinct. Adapter le programme, proposer d'autres activités, ajuster l'évaluation. Ça vient légitimer et structurer ses efforts. Et maintenant, revenons à MG. Pour lui, le souci n'est pas juste un manque de concentration. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une réaction à un stress qui vient de l'extérieur et qui envahit tout son espace mental, même à l'école. Ici, l'approche du psychologue scolaire colle parfaitement à l'idée du constructivisme. Au lieu de juste vouloir réparer le comportement, il cherche à comprendre tout le contexte de MG. Il suggère de partir de ce que l'enfant aime, de s'appuyer sur ses forces et surtout de renforcer sa confiance en lui avec des messages forts comme « tu es capable ». On ne part pas du manque, on construit sur ce qui existe déjà. Et là, on touche à un point essentiel. Ce qui devient évident, c'est que l'enseignant tout seul dans sa classe ne peut pas tout régler. La solution, elle n'est pas chez un seul individu, mais dans la construction d'un véritable écosystème de soutien autour de l'élève.
Ce cercle de soutien, il est indispensable. Chacun a son rôle à jouer. La famille, qui doit offrir un cadre stable, l'enseignant, qui adapte et encourage, l'administration de l'école, qui doit donner les moyens et les ressources, et les spécialistes, qui apportent une aide ciblée. C'est un travail d'équipe. Et ces deux cas nous le montrent parfaitement. Pour MG, le maillon faible, c'était la famille. Pour l'élève avec trisomie 21, c'était le manque de ressources à l'école. Dans les deux situations, la chaîne de soutien était rompue, et au bout du compte, c'est l'enfant qui en paie le prix. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En conclusion, il s'agit peut-être de dépasser les simples théories pour aller vers quelque chose de plus fondamental, de plus humain, l'empathie. Le but ultime, au fond, ce n'est pas de bâtir le système parfait, celui qui ne ferait jamais d'erreur. Ça n'existe pas. Non, l'objectif, c'est d'avoir un système qui soit réactif, capable de s'adapter, d'écouter et de toujours placer l'élève, l'individu, au centre de ses préoccupations. On va se quitter sur cette question qui résume tout. Face à un élève en difficulté, le premier réflexe, c'est souvent de se demander qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Mais si la vraie question, la plus utile, c'était plutôt comment notre système peut-il être repensé pour mieux l'accueillir? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, elle définira l'éducation de demain.